Bonjour à tous, on est bien sur Radio Sud Besançon et c'est Magali qui vous parle pour l'émission Autour du handicap. Alors là, on est avec les deux dames qu'on avait accueillies une précédente fois pour parler qu'elles étaient inscrites à Pékin Express pour parler de la maladie de leur fille. Alors bonjour, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Donc On est c'est... là. Alors, présentez-vous. Donc là, c'est laquelle qui me parle, je ne sais plus. Alors là, c'est Charlène, Voilà, la maman Charlène. d'Iliette. Alors, donc Charlène, donc la maman de, redites voir le prénom. Iliette. Voilà. Et alors, donc, vous étiez déjà inscrites les deux pour Pékin Express. Et puis, on avait dit qu'on referait une émission aujourd'hui pour voir où ça en est, s'ils vous ont pris, ou sinon, pour parler des maladies de vos enfants, tout ça. Donc là, vous avez eu des nouvelles de Pékin Express ou c'est que vous en êtes là-dessus? Alors, bonjour, donc moi c'est Amandine, la maman de Simon. Écoutez, à l'heure actuelle, non, on n'a pas eu de retour, que ce soit négatif ou positif. On dit qu'on donne jusqu'à fin juillet pour avoir un retour et puis sinon, on aura fait notre première impression, notre première petite vidéo et puis on commencera l'année prochaine. On sera d'autant plus motivés pour faire ça l'année prochaine. D'accord. Et puis, donc là, vous n'êtes pas trop déçus quand même de ne pas avoir été rappelé, non? Quels sont vos sentiments? Parce que vous étiez à fond quand même, là. Si, on est un petit peu déçus parce qu'on y a eu tellement d'entrain et de motivation et de détermination. Enfin voilà, clairement, on se voyait déjà présenter notre projet et partir, et partir à l'aventure. Enfin, on se voyait déjà se battre pour nos enfants et voilà, donc il y a un sentiment de déception, de frustration. Enfin voilà, on pensait vraiment que notre projet et l'objectif de notre passage à Pékin Express allait pouvoir toucher, allait pouvoir émouvoir bon, malheureusement c'est pas le cas, donc, mais on se décourage pas et on a dit qu'on allait retenter l'expérience l'année prochaine. Voilà, et puis peut-être que d'ici là il y aura déjà d'autres choses qui vont émerger et peut-être qu'on se sera fait connaître déjà peut-être un peu plus. Donc, et puis Oui. voilà, ça niveau sport, et on se sera mis au sport et à l'anglais aussi. Donc peut-être que. Oui, comme ça vous parlerez, vous serez à fond pour bien communiquer. Oui, parce que là-bas, l'anglais, c'est important, hein, je pense. C'est plus facile d'apprendre l'anglais que... Oui. Ok. Oui. Alors, donc, laquelle veut commencer pour expliquer la maladie de son enfant? Écoutez, moi, du coup, je vais commencer. Donc, je m'appelle Charlène, j'ai 33 ans et donc je suis la maman de 3 enfants, dont Iliette, mon fils aîné, qui va avoir bientôt 9 ans et qui est atteint d'une maladie extrêmement rare, avec 50 cas dans le monde, donc qui s'appelle le syndrome de C. Barber-Biessecker-Young-Simpson, donc en acronyme SBB-YS. Et donc, on a diagnostiqué cette maladie à Iliette à l'âge de 6 mois. Bon, après un accouchement déjà très compliqué et des signes cliniques déjà très présents à la naissance. C'est pour ça que j'ai eu la chance que le diagnostic soit établi rapidement, malgré le fait que rien n'a été détecté pendant ma grossesse. Oui. Donc voilà, la maladie d'Iliès, elle se traduit alors notamment par un retard des apprentissages, un retard mental modéré, des troubles cognitifs, et puis ce qu'on appelle, c'est un syndrome polymalformatif, donc avec des signes cliniques et morphologiques apparents. Donc au niveau du visage, il a ce qu'on appelle un déphamolysis, on appelle ça, donc les yeux très petits en amande. On a ce qu'on appelle, ces enfants ont souvent ce qu'on appelle un visage en masque, un visage figé avec très peu d'expression, très peu expressif. Il est aussi atteint d'une hypotonie globale. Il a subi, donc il a une cryptorchidie bilatérale, donc il a été opéré étant petit. Il a eu des gros problèmes d'alimentation et de déglutition, donc il a été nourri dans un premier temps à la sonde nasogastrique à la naissance. Puis on lui a posé une gastrostomie, sauf que moi je suis une maman persévérante, extrêmement déterminée, et je me suis toujours dit qu'il était hors de question que ce soit une alimentation artificielle qui fasse vivre mon fils. Donc je me suis battue envers et contre les médecins qui me disaient qu'il fallait insister sur le biberon, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'instant de succion, il fallait continuer la stimulation.
Sauf que, enfin, je voyais mon fils se faire gaver par une sonde nuit et jour, à en vomir parfois. Enfin, ça devenait compliqué. La stimulation n'était pas là, donc j'ai commencé à le nourrir à la cuillère très très tôt. Parce qu'il avait une sonde nasale, hein. Il avait une sonde Oui, il nasale. avait une sonde Voilà, pas nasale. qu'on croie qu'il avait la gastrostomie. C'était une sonde dans le Non, nez non, en il avait une attendant. sonde nasale et comme la sonde nasale, enfin comme on avait du mal à le nourrir de manière naturelle, ensuite il a eu la sonde nasale pendant quelques mois, puis les médecins ont décidé de poser la gastrostomie parce que la sonde nasale c'est quand même quelque chose de très invasif et de dérangeant en fait. Oui. Donc à un moment donné, il s'est posé la question de se dire bon, vu que l'alimentation n'est pas encore en place, on va mettre un autre dispositif. Et donc il a eu une gastrostomie, donc une valve en fait, on lui a ouvert l'estomac pour lui mettre une petite valve. Et donc il avait un petit bouton de gastrostomie sur les épaules, apposé sur le ventre. Et voilà, je le nourrissais, je branchais la pompe aux heures des repas pour le nourrir. Et puis, sauf que c'était compliqué pour moi, c'était pas naturel et c'était pas normal que mon fils soit nourri comme ça. Et puis comme vous disiez, ça s'appelle gavage, hein. Je vous coupe, mais c'est du gavage. voilà, parce que voilà, parce qu'en fait, pas que les oui. auditeurs se disent, mais non, cette maman, comment elle parle de ça, c'est le non. terme que les médecins emploient, quoi, hein, ça s'appelle le gavage. Exactement, c'est le terme que les médecins emploient, c'est du gavage. Voilà, sauf que moi, pourtant, je suis une maman très proche de mon fils et extrêmement investie. Ce qui m'a fait peur, c'est le jour où on m'a proposé de changer la sonde en me disant, parce que du coup, au début, Elias était hospitalisé complètement. Et puis après, on a eu des permissions de sortie où il avait le droit de sortir 2 ou 3 jours dans la semaine pour rentrer à la maison chez papa et maman. Et on m'a proposé à ce moment-là de me former à la pose de la sonde. J'ai essayé. Je pense que ma limite a été atteinte à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est quand même un geste médical très difficile et très dangereux, parce que la sonde, il faut être sûr qu'elle soit posée dans l'estomac, parce que si on la met et qu'on la fait passer dans les poumons, il peut se passer des choses catastrophiques au moment du passage de l'alimentation. Et puis j'ai vu mon fils pleurer et être dans un état qui n'était pas gérable pour moi. Et donc j'ai dit, ces gestes-là, je préfère que ce soit des gestes médicaux qui soient faits par des personnes appropriées et non pas par sa maman. Je ne voulais pas que les mains de sa maman soient celles qui lui réalisent ce geste médical. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu vous former parce que si ça arrive dans la nuit ou des choses comme ça, que ça s'enlève. C'était de se dire si la sonde est retirée dans la nuit, que j'ai la possibilité de pouvoir la reposer sans avoir besoin d'aller à l'hôpital. Sauf que pour moi, la limite a été atteinte à ce moment-là. Ça a été compliqué. Voilà, j'avais déjà vécu d'autres choses dans le cadre de l'hospitalisation d'Iliès, parce qu'Iliès a eu des gros problèmes de plaquettes à la naissance. Il a été transfusé plusieurs fois. Pour pouvoir être transfusé, au cas où s'il avait besoin, et après, on lui a posé un cathéter dans la jugulaire. Voilà, Iliès physiquement petit, j'ai vu des choses sur mon fils qui étaient déjà compliquées. Et ce geste à réaliser, ça a été le geste de trop pour moi, où j'ai atteint mes limites, où je me suis dit d'accord, je veux bien être formée pour la pompe à gavage, je veux bien qu'on m'apprenne à transmettre l'alimentation à mon fils de manière artificielle, mais la pose de la sonde nasogastrique, c'était pour moi quelque chose de difficile. Voilà, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai refusé et j'ai voulu trouver un moyen de pouvoir arriver à commencer à nourrir mon fils petit à petit. Et donc, contre l'avis des médecins, j'ai commencé la cuillère très très tôt avec Inès, à 2 mois et demi. C'est-à-dire que quand la sonde était en fonctionnement, je lui donnais des petites cuillères de petits pots. Et donc, sa pédiatre, qui à la base n'était pas d'accord, m'a dit, bon écoutez, si vous voulez qu'on fonctionne comme ça, on fait comme ça. Mais par contre, on va faire les choses de manière progressive. Et donc, je tenais un petit cahier de bord, que j'ai toujours d'ailleurs, Inès, ici dans mes archives, un petit cahier où du coup, j'écrivais chaque jour combien de cuillères je parvenais à lui donner. Et donc, chaque repas, je notais, voilà, il a pris tant de cuillères de petits pots à la carotte, tant de cuillères de petits pots de petits suisses. Et en fait, à force de persévérance et de travail, un jour, il s'est avéré qu'à un moment donné, un goûter, je crois qu'il avait 6 ou 7 mois, et ben, il a réussi à prendre son premier petit suisse en entier. Et là, ça a été un combat et ça a été une fierté pour moi, mais de tous les temps, quoi, parce que j'ai réussi à ce qu'il soit autonome sur un petit suisse qu'il a réussi à prendre en entier. Et de fil en aiguille, de jour en jour, et ben, les quantités ont augmenté jusqu'au jour où il a réussi à prendre un repas à la cuillère en entier. Et il avait, je crois, à peine 1 an. Il devait avoir 10 mois. J'ai réussi à lui donner un petit pot en entier et un yaourt. Et de là, ça a commencé. Et donc après, il allait en hôpital de jour à la journée.
Et ils ont continué. Là où j'ai eu de la chance, c'est que l'hôpital de jour a suivi mon protocole, a suivi mon projet d'alimentation pour mon fils. Et c'est ce qui a permis à ce que mon fils devienne autonome en termes d'alimentation. Et donc, en fait, si vous voulez, la gastrostomie, après, elle servait qu'à pâter tout ce qui était les liquides. Parce qu'Iliès avait encore du mal à boire à la timbale ou à boire dans un verre. Donc, en fait, la gastrostomie ne servait qu'à passer les liquides et les médicaments. Tout ce qui était solide, Iliès le prenait à la bouche. Et donc, on a continué comme ça. On a redoublé d'efforts parce qu'on a vu qu'Iliès était réceptif à ça. Et du coup, à l'âge de 2 ans, la gastrostomie est tombée toute seule, en fait, parce que c'est un petit ballonnet qui est retenu dans l'estomac par la valve extérieure. Et en fait, un jour, son petit ballonnet s'est dégonflé et j'ai retrouvé la gastrostomie par terre. Elle est tombée toute seule. Et donc, ce jour-là, ça a été un peu la panique pour moi parce que j'avais encore cette petite soupape en me disant, bon, bah voilà, si un jour il ne veut plus manger, on a encore cette possibilité, même si on ne s'en sert plus. Et donc, je suis allée à l'hôpital en urgence. J'ai été voir la pédiatre d'Iliès qui m'a dit, bah écoutez, puisque le petit ballonnet est tombé, on ne va pas le remettre. On va laisser les choses se faire comme ça avec Iliès, on ne va pas le réopérer. Et bah, ce jour-là, ça a été un mélange d'émotions un peu contradictoires. De la joie, de la fierté d'en être arrivée là, mais en même temps, cette peur de se dire, mais si du jour au lendemain, il décide de ne plus manger, comment je vais faire en fait? Parce que j'ai plus cette soupape de secours. Et puis finalement, ça s'est très bien passé, quoi. Iliès est autonome sur l'alimentation maintenant depuis de nombreuses années. Il mange des morceaux, il mange comme tout le monde. Et la pédiatre, du coup, m'a fait part de tout ça et m'a dit que mon expérience avait servi à d'autres parents derrière aux soins de suite et de réadaptation. Ils ont fait part de notre expérience auprès de différentes familles en se disant, voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut poursuivre, et les médecins ont aussi un petit peu lâché du lest là-dessus. Et ont compris qu'il fallait arrêter à tout prix d'introduire un biberon à un enfant qui n'était pas en capacité d'avoir cet instinct de succion et de se dire quand le biberon ne fonctionne pas, même si l'enfant a 3-4 mois, il faut trouver d'autres stratagèmes pour introduire l'alimentation et qu'il n'y avait pas de convention et qu'il n'y avait rien d'écrit dans les livres en se disant c'est pas parce que l'enfant ne prend pas le biberon qu'on ne peut pas le nourrir autrement et qu'on ne peut pas trouver d'autres stimulations orales. Donc voilà. Ok. Écoutez, on va faire une pause musicale et puis on va vous reprendre après. Alors, où c'est que vous en serez voilà. Oui. Allez, à tout à l'heure, parce que là, c'est le moment quand même de faire une petite pause. Voilà, à tout à l'heure. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Et sachez qu'il y aura des peines et des après-tout, c'est comme ça. Parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises et des mauvaises évidemment, et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance. Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute, qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge au lâche, au faible, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure, qu'il faut aider celui qui crève, celui pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais s'abandonner quand c'est le pire qui se répète. Sachez aussi qu'il ne faut pas succomber à leurs invectives. Il faut rester honnête et droit, sans être de ceux qui les suivent. Et peu importe où vous allez, quels que soient vos choix, vos désirs, oui, peu importe qui vous aimez, tant qu'on ne vous fait pas souffrir. Sachez aussi, quoi qu'il advienne, quel que soit l'endroit ou l'instant, c'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants.
revoilà sur Radio Sud Besançon dans l'émission Autour du handicap. Et là, on est avec les mamans qui s'étaient inscrites à Pékin Express et puis qui nous parlent de la maladie de leurs enfants. Voilà. Alors, donc on parlait de la gastrostomie de votre fils. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, vous en étiez à dire que du coup, vous aviez gagné une victoire, hein, par rapport à ça. Voilà. Alors, allez-y, continuez. L'une des premières victoires qui a été l'alimentation. Je m'étais mis des échéances, du coup, en me disant, voilà, tant qu'il n'est pas autonome sur l'alimentation, je ne reprends pas le travail. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai repoussé les limites d'Iliès en me disant, voilà, maintenant il est autonome sur l'alimentation, il faut qu'il puisse arriver à se déplacer tout seul, à se tenir assis. Donc, à l'âge de 11 mois, donc Iliès faisait de la kiné à raison de 1 à 2 fois par semaine. Et puis, à l'âge de 11 mois, j'ai pris l'initiative de lui faire rencontrer un ostéopathe. Et donc il a fait une séance d'ostéopathie et une séance de microkiné. Et ces personnes-là lui ont fait des choses. Alors je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces séances. 1 mois après, Iliès s'est tenu assis, tout seul. Et j'avais déjà fait appel à ces professionnels-là dans le cadre de l'alimentation d'Iliès. Vous avez fait des manipulations au niveau de sa langue. Et c'est ce qui avait permis du coup qu'1 mois après, il commence à être autonome sur l'alimentation. Donc c'est des choses, soit on y croit, soit on n'y croit pas, c'est médecine parallèle. Moi, c'était une infirmière maintenant, je pense que c'est plus classé dans les médecines parallèles, mais c'est vrai qu'on a gagné en l'ostéopathie. On a gagné en l'ostéopathie n'était pas tellement reconnue, elle commence à être reconnue, et ça donne de l'espoir pour les thérapies alternatives qu'on connaît nous les mamans. Un jour peut-être que ce sera comme ça. Exactement. Et moi, étonnamment, c'est une infirmière. Donc normalement, le personnel médical est quand même très obtus à ça. Et moi, étonnamment, c'est une infirmière qui m'avait parlé de ça, qui m'a dit, vous savez, parfois, les médecines parallèles font des miracles sur des enfants. Et moi, j'y croyais pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et j'ai fait appel à des professionnels qui sont relativement réputés dans notre département, et à 2 reprises. Donc une fois pour l'alimentation, une fois pour la station assise, et ça a été radical. 1 mois après, réellement, j'ai vu des résultats, et ça a été magique, quoi, vraiment. Et puis donc après, voilà, j'ai continué le travail avec Iliès. Donc Iliès s'est mis à ramper à l'âge de 18 mois. Et puis, à 2 ans, il a commencé à se tenir debout et la marche s'est installée progressivement à l'âge de 3 ans. Donc, Iliès est rentré à l'école à l'âge de 3 ans, mais à temps partiel. Donc, moi, j'ai pas repris le travail à ce moment-là parce que je voulais être disponible pour lui pour les séances rééducatives. Et puis, voilà, le gros du travail, une fois la marche installée chez les enfants en situation de handicap, et je pense qu'on est toutes les mamans toutes pareilles, c'est la propreté de nos enfants. Qui là prend un gros morceau d'années de travail. Parce que moi, Iliès, on a commencé à 3 ans et demi, 4 ans, et on a atteint une propreté diurne acquise à l'âge de, je vais vous dire, presque 6 ans. 6 ans. Et la propreté nocturne a été acquise, là, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, donc juste avant les 8 ans. Oui, moi, il a 9 ans. De longue haleine. Il a 9 ans, il fait, c'est une propreté partielle, on va dire. C'est ça. Et là, à 9 ans, il est en propreté diurne et nocturne acquise. Mais au terme de 6 ans de travail, quoi. Donc vraiment, c'est un travail de longue haleine. Et puis là, maintenant, le syndrome évoluant et les problématiques aussi. Donc là, du coup, il se fait opérer la semaine prochaine d'une ostéotomie de dérotation. Donc qui consiste à couper le haut du fémur pour pouvoir redresser la jambe parce que la marche est totalement déformée, déséquilibrée. Et donc ça devient problématique et compliqué à l'école. Donc voilà où on en est, on continue notre petit bonhomme de chemin tranquillement et voilà. D'accord. Donc, écoutez, on va parler de votre ami et puis de la maladie de son fils et puis on parlera de vos associations respectives plus tard. Hein? Oui. Voilà. Ok, merci. Et puis donc, quel est le prénom du petit garçon? Je sais plus. Bonjour. Oui. Je suis la maman de Simon. Voilà. Qui a eu récemment 8 ans. Et Simon, lui, est atteint d'une maladie génétique rare qui est le déficit en transport de la créatine. Donc, c'est sur le gène SLC 6 à 8. Là, actuellement, ils sont sur un champ net. Ils sont 150 dans le monde. Ils ont été diagnostiqués à hauteur de 150 dans le monde. Orphenet, c'est le site des maladies rares, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas. Voilà. Tout à fait. Et il trouve que c'est une maladie génétique rare qui s'apparente beaucoup à l'autisme, non diagnostiqué, mais ça s'apparente beaucoup à cela. Simon a été diagnostiqué à l'âge de 6 ans. Et effectivement, lors
de ces premiers mois, c'est un petit peu compliqué. Un nourrisson est assez éveillé, il lève la tête, il babille. Simon était un enfant qui était totalement discret, on pouvait le mettre dans un coin et pas pouvoir l'entendre. Alors effectivement, il s'est inscrit, il a eu la station assise à l'âge d'un an et demi. Il faisait bilboquet, il était hyper lax. C'est comme un poupée chiffon, il était reconnu par la pédiatre en tant que poupée chiffon, parce qu'effectivement, il ne tenait pas assis du tout, il ne bougeait pas, sa tête était un peu, n'était pas totalement bien fixe. Donc on s'est battu avec les pédiatres, on s'est battu avec les médecins qui nous expliquaient qu'il était encore jeune, qu'il c'était un garçon. On avait la grande sœur qui était à côté, donc ça mettait des disparités suite à cela. Donc on a bien fait de mettre des coups de pied, des coups de poing sur la table plutôt, pour faire avancer les choses, parce que là, à l'heure actuelle, Simon est en IME, et je pense que si on n'avait pas fait tout ça, il n'y serait pas encore, et on serait encore peut-être sur une maladie génétique rare qui ne serait pas encore bien diagnostiquée. Donc on a bien avancé. On a bien avancé. Simon a marché à l'âge de 3 ans, il a été suivi par un kiné pendant très très longtemps, pour qu'il puisse ne serait-ce qu'avoir la tenue assise qu'il n'a jamais eu, mais au moins la tenue debout, et puis de rester sur ses deux jambes, donc à 3 ans. Un petit peu avant ses 3 ans, il a commencé à faire quelques premiers pas. Donc clairement, toutes les mamans, elles, se disent avec un enfant dit classique, moi il a marché à 13 mois, moi il a marché à 12 mois. Très clairement, moi aujourd'hui, je suis incapable de vous dire à quel âge il a marché, parce que c'était des petits bouts par-ci par-là. Il se levait, il se mettait assis, donc... mais bon, derrière, on a quand même eu pas mal de petites choses qui se sont mises en place, donc c'est des bouts d'énergie, des bouts de plein de plaisir, mais sans vraiment de date. Donc on reste là-dessus. Simon est pas mal stimulé par plusieurs personnes de spécialités différentes, notamment son orthophoniste, puisque Simon est non-verbal. Il signe un petit peu, on a appris quelques bases pour signer, et donc les éventuelles choses, les bases à boire, à manger, s'il te plaît, merci, mais il est non-verbal, donc ça peut être très très compliqué au niveau communication. Donc nous, au sein du foyer, on arrive de plus en plus à se faire comprendre et à le comprendre, mais c'est vrai que la parole on dirait quand même beaucoup de... Vous n'avez pas essayé des classeurs de communication comme le POD, PEC ou les choses comme ça? Alors si, on le fait, on a des c'est long, hein? pictos à la maison, mais c'est surtout des images de la famille, des images d'objets. Oui. Mais on n'a pas mis en place de calendrier spécifique, parce qu'aujourd'hui, il est quand même énormément stimulé à l'IME, et dès lors qu'il rentre à la maison, on estime qu'hormis le jeu interactif, on le laisse un petit peu. Il a été pris en charge à l'IME cette année, en septembre l'année dernière, après 2 ans et demi d'attente, sur la liste d'attente. Et il était avant à l'école à hauteur de 7 heures à la semaine, en nourrice après l'après-midi. Il était aussi pris en charge par des séances thérapeutiques. Donc il n'avait pas énormément de temps d'attente à l'école et de stimulation autour de plusieurs enfants. Et là, il est fatigué, il rentre à la maison, il est exécrable, il a du mal à gérer sa frustration. Donc là, dernièrement, on a eu une réunion avec l'équipe pédagogique. Elles m'ont fait savoir que tout se passait bien, et tant mieux. Qu'elles étaient surprises de la réactivité de Simon, qu'il était très simplement correct, il n'était pas du tout violent, mais par contre, à la maison, c'est tout contraire. Donc c'est compliqué à gérer dans la vie de tous les jours, mais après, on a plein de petits espoirs, des espoirs qui sont infimes, mais mis bout à bout, on commence à prendre conscience de certaines choses. Et comme disait Charlène tout à l'heure, quand ils sont petits, on ne va pas dire que c'est plus facile à gérer, mais Simon grandit, et il a énormément de force, et il grandit aussi en hauteur, donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Difficilement gérable. Et puis pareil, on est sur les mêmes problématiques. On a aussi des parents, des grands-parents, des frères et sœurs. Ils sont aussi accaparés par leurs enfants, par leurs petits-enfants. Ils commencent à devenir âgés. Donc plus ils grandissent, et plus les enfants sont compliqués à gérer. Donc on essaie de trouver des alternatives autres.
sans pour autant les délaisser, bien évidemment, mais de nous pouvoir souffler, les parents, c'est un petit peu compliqué. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Et puis, donc ils sont les deux dans le même IME, non, vos deux enfants? Oui, exactement. Oui. Depuis la rentrée, ils ont fait leur première rentrée en septembre de l'année dernière, donc avec toutes les problématiques qu'ont engendré la situation sanitaire. Donc, en IME, on a moins de contact avec l'équipe plutôt qu'une école dite classique. Mais alors là c'était d'autant plus compliqué puisqu'en plus on a le système du taxi à l'aller et au retour de l'école et donc le simple échange soit par le cahier de liaison, soit par téléphone quand on a plus ou moins un souci avec l'enfant ou l'organisation du planning. Mais là très clairement c'est le taxi moyen de garde, disons ça comme ça, qui emmène nos enfants à l'école. Et puis nous le récupérons par chaque planning des parents, c'est pas pour tous la même chose, mais pour tout le monde la même chose, mais en l'occurrence pour nous. Sinon, nous on habite en campagne. L'IME se trouve à 25 minutes de chez nous, mais on n'a pas la possibilité de tout le temps l'emmener le matin et encore moins le soir, et c'est le taxi qui l'emmène le matin et le soir. Et il a quand même 1h30 le matin et 1h30 le soir. Ah oui, il peut être fatigué, oui, c'est normal. Il est complètement épuisé, plus la journée d'école derrière, donc effectivement, il est beaucoup sollicité. Donc j'imagine très bien son état de frustration d'ailleurs qu'il rentre à la maison et le fait de vouloir faire plein de choses, des bêtises, s'extérioriser tant qu'il faut, quoi. Oui. Donc oui, ils sont tous les deux en IME depuis la rentrée. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, toutes les deux. Avec l'IME, voilà. Ok. Eh ben, c'est bien. Eh ben, écoutez, on va faire une pause musicale à nouveau. Et puis, on va se reprendre après. Puis, vous nous expliquerez chacune comment vous avez créé vos associations, pourquoi, voilà. Hein? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi. Nous voilà à nouveau
nouveau sur la radio Sud Besançon et on est dans l'émission Autour du handicap. C'est Magali qui vous parle et on est avec Charlène et Amandine, donc les mamans d'enfants malades, handicapés, en situation de handicap, voilà, qui s'étaient inscrits pour Pékin Express. Alors Charlène, c'est vous qui allez parler de votre association. Vous avez chacune une association pour vos enfants. Donc commencez à nous parler de la vôtre. Comment elle s'appelle, votre association? Alors, l'association s'appelle Des bulles de bonheur pour Ilyes. Et donc, dans le nom de l'association, on retrouve l'acronyme SBBYS, donc le syndrome d'Ilyes. L'association a été créée au mois de juillet 2017. Et donc l'objectif de mon association, c'était surtout de faire connaître la maladie et de pouvoir rencontrer et d'être en contact avec des parents et des enfants ayant le même syndrome que mon fils, pour pouvoir avoir des échanges de pratiques, des échanges d'expériences, et puis venir en aide aussi. Et du coup, ça a été tout bénéfique pour moi, parce que j'ai eu des prises de contact avec une famille en Argentine, notamment, avec un petit garçon plus jeune atteint de la même maladie que mon fils, et dont la maman m'a demandé des conseils pour la mise en place du langage, m'a demandé des conseils pour la mise en place de l'alimentation, et m'a dit qu'Ilyes faisait partie intégrante de leur famille, parce que l'association lui apporte tellement de bien et tellement d'aide, au vu des médecins en Argentine qui ont très peu de recul sur la maladie. Donc c'est hyper valorisant, quoi. Enfin, je suis super heureuse. Et l'année dernière, du coup, j'ai été en contact avec une maman, j'espère qu'elle m'écoutera, Charlotte, du coup je pense qu'elle va écouter l'émission, une famille du nord de la France, avec un petit garçon, donc mon petit chouchou, qui s'appelle Lies, donc quasiment le même prénom que mon fils, avec la même maladie que mon fils, qui a 5 ans. Et donc on s'est rencontrés l'année dernière et ça a été une rencontre fabuleuse, inoubliable, et on s'est liés d'amitié. Et voilà, on est la famille du syndrome Barber, quoi. Vraiment, on est hyper heureux. Et voilà, et Charlotte m'apporte de son regard sur certaines choses, et moi je lui apporte le mien, de l'évolution aussi des enfants, parce que Ilyes est un peu plus âgé que le sien. Donc voilà, et puis donc je crée des événements. On a le papa d'Ilyes étant un footballeur qui a une équipe de foot, on a réussi à obtenir un petit sponsoring et un petit parrainage de la part de plusieurs joueurs de foot. Voilà, donc on essaye de faire connaître l'association progressivement et tout doucement. Voilà, on a beaucoup de soutien et personnel et professionnel là-dessus. Donc voilà. Bon, je vais laisser la parole maintenant à Amandine, pour qu'elle puisse aussi présenter son association, du coup. Oui, vous aviez un peu le temps encore, hein, si vous voulez dire un peu plus. Enfin, vous avez peut-être fait le tour, je ne sais pas. On vous allez rajouter après, voilà. Alors, Amandine, donc le nom de votre association, c'est? L'association, c'est Silence. Donc, ça équivaut à ce que le déficient transporteur de créatine est une maladie génétique rare, d'où le silence. Et le fait est qu'il est soit non verbal, donc ça fait écho également. Et puis, Silence Moni, c'est le jeu de mots avec son prénom, Simon, et puis X, lié à la maladie, le chromosome X. Donc, elle a été créée en fin d'année 2019. Et suite à cela, on a créé une première manifestation qui s'est déroulée autour du foot. Évidemment, ça a réuni quand même beaucoup plus de monde ça a réuni quand même pas mal de monde, ce sport. Et ça a créé une bonne cohésion d'équipe. Et puis, les personnes, même si on est bien entourés, on en parlait de personnes, ça fait un peu de fil en aiguille. Silence Moni s'est un petit peu plus propagé. Et puis au sein de notre ville, on est sur la commune de Valère, à côté d'Azel Rideau, dans le 37. Et ça commence petit à petit à prendre un petit peu plus de mesures et de communication. Donc on est en lien aussi avec une association liée à la maladie de l'X, et notamment la maladie de Simon. Il fait aussi dans cette association-là, donc extraordinaire. Et du coup, on a réalisé deux projets. On est parti à Rotterdam pour un symposium et écouter les grands médecins chercheurs qui parlaient de la maladie. Et également à Saint-Raphaël, on a réuni les familles, l'association a réuni les familles pour se rencontrer. Donc depuis ce jour-là, effectivement, on a créé un groupe Messenger
avec plusieurs familles qui ont la même maladie que nous. Donc on s'échange plein de conseils, plein de petites choses concernant l'IME, concernant la vie de tous les jours. Et puis les cadeaux de Noël, les petites choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, un enfant de 8 ans n'a pas forcément les mêmes idées, enfin nous les parents, on est un peu perdus pour les enfants porteurs de handicap parce que très clairement les cadeaux sont adaptés au handicap de l'enfant et pas forcément à l'âge. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu, Pendant longtemps, on se retrouve avec des cadeaux de bébé, quoi. Hein. Oui. Exactement, ouais, des cadeaux ludiques, mais bon, on va pas non plus leur montrer à chaque fois des choses qui sont que sur l'éveil, mais pour aider nos enfants, on fait tout, on essaie de faire leur bonheur. Donc voilà, cette association-là a été créée en fin 2019 et on a beaucoup de projets alors avec Charlène et son association en commun, et puis aussi d'autres projets, nous, avec Silence Mon Mix, notamment des magasins tels que Carrefour Market, qui ont parrainé notre association jusqu'au mois d'octobre. On a aussi le restaurant Vitaille, la Del Rideau, qui génère aussi pas mal de monde et quelque chose pour l'association. Enfin, on est vraiment assez bien entouré et l'association commence à se propager petit à petit. Donc c'est aussi pour faire connaître la maladie, parce qu'elle est une maladie orpheline, et puis pour expliquer ce qu'est la maladie, donc autour des personnes qui nous connaissent ou pas, parce qu'on est quand même contacté aussi via Messenger, et faire un petit réseau, expliquer tout ça et apporter des conseils, Mais c'est là qu'on se dit comment vous allez les parents d'enfants en situation de handicap quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet et compagnie. Hein. Exactement. Ouais. Je sais pas. C'est un bon moyen de communication. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'évolutions. Je pense que ça va évoluer plus vite. Par exemple, pour trouver les maladies, pour faire avancer tout ça, parce que les parents vont comme vous avez fait, hein, vont se recontacter et puis vont faire avancer les choses comme ça. Oui. Hein, c'est pour ça aussi que ça ira mieux, j'espère, après. Exactement. Ok. Et puis alors, donc, on peut commencer un petit peu à en parler. On a encore quelques minutes avant de remettre une petite musique. Vous avez des projets en commun avec vos deux associations, hein, c'est ça? Oui. Exactement. On a des projets en commun sur des journées, des belles journées, si je puis dire, sur des manifestations vide-grenier, des bourses aux jouets, des bourses aux vêtements dans nos secteurs de résidence, pour pouvoir effectivement récolter des fonds pour nos associations, pour permettre, comme disait Amandine, de financer des choses. Moi, par exemple, l'association d'Iliès a permis il y a 2 ans de participer au financement de l'achat d'un fauteuil roulant pour un petit garçon en Angleterre, parce que le service de santé et la prise en charge sanitaire là-bas est très compliquée. Et donc l'association a permis à moitié de pouvoir financer le fauteuil roulant du petit Charlie. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé nos associations. C'est aussi, on va pas se le cacher, c'est de pouvoir générer derrière des fonds qui permettent de financer des séances d'équithérapie non prises en charge pour nos enfants, de financer du matériel adapté, de financer des séances qui ne sont pas prises en charge, Alors ça c'est le problème de tous les parents. Vous n'avez pas encore trop d'appareillage pour vos fils, vous n'avez pas énormément de fauteuils roulants, verticalisateurs peut-être, mais ça c'est pris en charge. Enfin voilà. Non, vous n'avez pas besoin de ça, mais par exemple, nos enfants ont besoin de tricycles adaptés. Oui. Donc on a mobilisé ce qu'on appelle on a mobilisé la sécurité sociale qui donne une prise en charge, mais derrière, à partir du moment où on demande des options sur les tricycles, on est obligé d'avoir. Ils appellent ça des options, mais on est obligé, hein, on est d'accord. Oui, on est clair. Nos enfants ont besoin d'un tricycle adapté, mais ils ont aussi besoin derrière d'un dossier, de pédales adaptées, de guidons adaptés. Voilà. Et tout ça, c'est pas pris en charge. Ça, c'est des options. Donc ça, c'est des options qui sont financées par le biais de nos associations. Nos enfants bénéficient de poussettes adaptées aussi parce que ils sont fatiguables à la marche et donc il faut pouvoir les transporter. Et ça, c'est pareil. La poussette est prise en charge, mais ça derrière, coûte 5 000 € des fois. Tout ce qui est capote de pluie, tout ce qui est trépied, etc. Ça, en fait, on est obligé de passer par nos associations pour le financer.
Voilà. Donc, Alors, voilà. chaque option coûte minimum 200 € à chaque fois. Oui, hein. oui, c'est ça. Un filet qu'on met sous une poussette, c'est 200 €. Allez, hop. Une capote de pluie, c'est 200 €. Tching, à chaque fois, c'est 200 €. Ça, moi, j'en ai été choquée, hein, parce que quand même... Ouais. C'est Voilà. hors de prix, alors que c'est plutôt... Ah oui, non, mais c'est ça qui est... on se rend compte que il faut être riche, en fait, pour être handicapé à l'heure actuelle. On Ouais. se rend compte que... alors, on nous met des bâtons dans les roues, entre guillemets, voilà, on peut ne pas aller travailler parce que nos enfants nécessitent des besoins et qu'il faut être disponible. Mais à côté de ça, il faut quand même avoir de l'argent parce que ça coûte cher de pouvoir transporter son fils en poussette, ça coûte cher de pouvoir lui faire du vélo adapté. Enfin, rien n'est fait pour que le handicap se passe au mieux. C'est le double couperet en fait. Déjà, on vit des choses compliquées du fait de la maladie de nos enfants. Et derrière, financièrement, il faut arriver à trouver des solutions et de l'énergie. Voilà, vous avez tout dit. Oui, c'est la bataille un petit peu de tous les parents. Ouais. C'est clair que... ouais. Moi, j'ai dû prendre une tablette, vous savez, pour qu'ils puissent poser un livre dessus. On appelle ça une tablette, mais c'est comme une table qu'on accroche après le fauteuil pour ceux qui ne sont pas dans tout ça. Mais une tablette en plastique, quoi, qui se rajoute sur les accoudoirs, ça coûte 400 et quelques euros. Mais sans ça, on peut pas. Quand il a ses séances d'ergot, tout ça, il faut une tablette. Parce que si on le met sous une table, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas d'airbord pour tenir. Et puis, on va pas emmener la table partout avec nous. Voilà. Mais c'est pas du luxe, c'est des Non. choses qui sont nécessaires. C'est du confort. C'est du matériel de confort adapté. C'est pas du luxe, quoi. Je veux dire que ce dont nos enfants ont besoin, c'est pas des petits caprices, quoi. C'est des choses qui sont nécessaires. Voilà. On va reparler de tout ça après. On va mettre la petite pause musicale maintenant. Et puis, on vous reprend après pour continuer la conversation là-dessus. À tout de suite. Très bien. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ніколи не вірь тому, що написано. Nous revoilà
voilà sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon avec Charlène et Amandine qui nous parlent de la maladie de leurs enfants, de leur association. Et elles s'étaient inscrites aussi à Pékin Express, c'est pour cette raison-là qu'on les avait connues. Alors, donc Charlène, Amandine, on en était en train de parler, on était en train de parler de vos associations, le pourquoi du comment vous avez créé les associations, et puis on parlait aussi des coûts qui sont pas exorbitants, hein, qui sont pas remboursés par la Sécu ou pris en charge par la MDPH. Ou, voilà, il nous reste toujours à charge en fait des sommes pas possibles. Parfois on a de la chance parce qu'on a un peu plus aidé que ce qu'on aurait cru. D'autres, on est déçus parce qu'en fait on s'attendait à avoir plus. Et puis voilà, suivant comme on tombe au niveau de l'enveloppe, hein, du fonds de compensation de la MDPH. Des fois, il faut faire des choix. Il faut prioriser des choses. Voilà. Malheureusement, même dans les séances non prises en charge, moi, Ilyes, il aurait besoin et de psychomotricité et d'équithérapie. Et malheureusement, on fait le choix de faire que de l'équithérapie qui est bénéfique pour lui. Parce que on peut pas tout financer, quoi. Il faut faire des choix. Malheureusement, il faut faire des choix dans le handicap aussi. Alors un choix entre une poussette, hein, moi on m'a déjà parlé de choisir entre une poussette et un siège WC, je sais plus, je me disais alors est-ce que j'ai le droit de promener mon enfant ou alors est-ce qu'il a le droit de faire pipi, c'est quand même non mais c'est quand même c'est hallucinant. Encore à l'heure actuelle, on est en 2021 et on vit encore dans un monde où les politiques, clairement, hein, c'est ça, on voit un peu du rêve sur l'inclusion de nos enfants et sur leur confort de vie, mais dans les faits, dans la réalité, il n'y a rien qui bouge. Clairement, on se retrouve, si les parents ne travaillent pas, si financièrement on n'est pas assez confortable pour amener un confort de vie aux besoins de nos enfants, à des besoins adaptés, mais on se retrouve, c'est hyper compliqué. Nous, et plus ils grandissent, et plus on a des problématiques aussi. Donc, oui, ils sont amenés à avoir toute leur vie besoin de choses qui coûtent cher. Là, on a plusieurs associasions du Jura, d'où tout ça. Là, c'était du Jura, par contre. On a fait une marche blanche hier sur Besançon. On était très, très peu de monde, presque que nous, avec nos... Moi, j'avais par exemple 4 copines. Enfin, une autre association avait une maman, une tante, voilà. Enfin, on était très peu de monde. Et on est passé comme ça avec nos pancartes au milieu des terrasses et tout. Mais bon, les gens... il y en avait qui avaient l'air... voilà, je ne sais pas si les gens prennent bien conscience de tout ça. Donc, c'est un peu décevant. Alors après... à la décharge de tout le monde, hein, malheureusement, c'est ce genre de choses, c'est comme une maladie grave, c'est comme autre chose, à partir du moment où on n'est pas concerné, oui. On ne se mobilise pas. C'est pour ça que moi je dis, on devrait faire un service civique comme un service humanitaire, comme un service militaire, mais en humanitaire, où les gens doivent choisir pendant une semaine, soit ils vont aider des personnes âgées, soit ils vont dans le handicap, soit ils vont aider des SDF, mais enfin voilà, toutes des causes comme ça, et ils doivent choisir, ils sont obligés, parce que si on laisse pas obligés, les gens ils vont pas le faire, quoi, ils auront pas envie. Voilà. Et puis comme ça, je trouve que la tolérance sera plus grande, les gens vont voir peut-être autrement les choses, sans forcément parler que du handicap, parce que vous voyez, il y a d'autres domaines qu'il ne faut pas oublier, hein, mais je veux dire qu'ils sont obligés de faire quelque chose d'humanitaire, et ça, ce serait bien, parce que ça aiderait beaucoup de monde. Hein. Ça, c'est le problème de la France qui cloisonne des gens avec les mêmes problématiques dans les mêmes endroits. C'est le problème des institutions en France. C'est-à-dire qu'on crée des établissements pour mettre toutes les personnes handicapées ensemble, on crée des établissements pour mettre toutes les personnes âgées ensemble. Voilà, on met les gens issus d'une même problématique ensemble. Et pourtant, pour moi, c'est pas comme ça que doivent se faire les choses. Oui. Si on veut de l'inclusivité, il faut continuer et il faut aller de l'avant. Alors, il y en a certains qui sont mis en place, hein, des établissements. Ah, mais c'est très lent, hein. Des logements adaptés et partagés pour des personnes âgées et des jeunes, des logements adaptés avec des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Mais c'est encore très peu en France, on en est côté d'eux. Alors qu'il y a d'autres pays aux alentours, comme l'Allemagne, qui sont déjà, mais qui ont déjà pris le train d'avance sur nous là-dessus. Oui, c'est clair. Parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne où ils le disent très bien, à la différence de la France, en Allemagne, on ne cache pas les gens. Au contraire, on leur ouvre les portes et on les socialise. En France, on a plutôt tendance à les cacher et à les enfermer ensemble.
Oui, C'est quand même... ça a changé par rapport au temps où on mettait les enfants handicapés dans les caves et tout, mais quand même, heureusement, mais il y a encore du boulot à faire et puis on est en retard, c'est clair qu'ils veulent pas essayer d'ouvrir les yeux sur ce que font les autres. C'est bon, il y en a, c'est pire aussi que la France, hein. Il y a des pays qui sont encore plus en retard que nous, mais je veux dire, c'est dommage, il faut essayer de voir plus loin, mieux, faire toujours plus. Mais bon, voilà, non. Ils restent comme ça dans leur petit train-train. Ça, c'est vrai que on les met dans les cases, mais nous, par contre, on rentre pas dans les cases, nous, les parents. Exactement. Parce que essayez de faire un prêt quand vous touchez l'AEH. Alors, par exemple, moi, j'ai essayé comme ça. Moi, je leur ai dit, ma situation elle est bien plus stable avec mon enfant qui sera toujours handicapé qu'un restaurateur en temps de Covid, par exemple, même s'il est en CDI. Mais bon. Mais nous, c'est un CDI qu'on prend aussi à la naissance de nos enfants. Hein. Voilà. On peut le dire, hein, l'AEH, on sait que ce sera à vie. Hein. Oui. Parce qu'on est conscient que dès qu'ils sont tout petits, dès leur naissance, on sait que la maladie, elle sera là à vie. Que même s'il y a une évolution, une progression possible sur certains axes, la maladie, elle restera là à vie, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, on va pas se réveiller un matin et nos enfants vont se retrouver valides et verbales et en pleine forme, quoi. Ça, on en est conscient. Donc, c'est ça on reste beaucoup bloqué souvent par notre situation, même pour les logements, des choses comme ça. Moi, je me souviens d'une agence immobilière qui m'avait dit oui, mais si votre fils décède, comment vous allez faire? Ben, comme tout le monde, si leur enfant part et puis qu'on peut plus payer, je m'en vais. Enfin, voilà. Ils osaient pas me louer parce que mon fils était malade, quoi. Alors, vous voyez, cette dame-là, c'était vers le mois de décembre. Je lui ai dit, madame, vous allez aller au Téléthon? Puis elle me dit, oh oui, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Alors je lui ai dit, mais madame, le Téléthon, c'est pas seulement aller acheter une bougie pour votre conscience, c'est aussi aider des familles comme ça à avoir l'accessibilité à un logement. Mais bon, ça n'a rien fait. Hein. Cette dame, elle est allée acheter sa bougie comme ça, puis elle n'a pas aidé. Voilà, et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est toutes ces problématiques qui nous poussent, nous, parents, à envisager d'autres choses, à proposer des idées, des projets. Parce que si on ne fait pas les choses nous-mêmes, si on ne va pas de l'avant et si on n'est pas acteur de l'avancement de tout ça, et ben on n'obtient rien. Donc là, du coup, avec Amandine, voilà, on est un petit peu sorti de notre projet Pékin Express parce que voilà, l'issue n'est pas forcément celle qu'on attendait. Et donc, on s'est orienté vers autre chose et nos problématiques respectives par rapport à la garde de nos enfants durant les vacances scolaires nous ont fait poser question, nous ont alertés. Et donc, voilà, pour l'instant, on ne peut pas encore c'est très... sur ce projet, mais du coup, on a un projet en cours et voilà, on a rendez-vous, du coup, on a réussi à décrocher un rendez-vous avec la mairie de notre ville, carrément, voilà. Donc, on a rendez-vous demain avec les élus pour pouvoir échanger sur ce projet. Donc, dès qu'on en saura un peu plus, voilà, vous reviendrez en parler. Voilà. Il n'y a pas de souci. On estime qu'il faut trouver des solutions parce que certes nos enfants sont pris à l'IME, alors c'est très bien, quand on attend ça depuis 3 ans c'est formidable, mais la problématique se pose au moment des vacances scolaires parce que quand bien même on reprend notre activité professionnelle, on n'a pas des congés extensibles, on n'en a pas plus que les autres. Et puis voilà, à la sortie de l'école, comment on fait? Parce que les garderies ne sont pas accessibles ni adaptées à nos enfants, les centres de loisirs ne sont pas adaptés à nos enfants. On a de la place nulle part pour eux sortie d'IME, donc nous on voudrait proposer et trouver des solutions de garde alternatives en dehors des heures de temps scolaire, quoi, qui nous permettent de poursuivre notre vie professionnelle en toute tranquillité, comme on le fait avec nos autres enfants qui vont à la crèche, qui vont à la garderie, qui vont au centre de loisirs sans se poser de questions, quoi. Donc, écoutez, voilà, on vous souhaite que tout marche bien et puis voilà, oui, si ça peut après aider d'autres mamans comme vous dans d'autres départements à faire de même. Hein, voilà, c'est bien. Voilà. Ok, bah écoutez, on arrive presque à la fin. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire que j'ai pas pensé à vous demander? Enfin, on a fait le tour. On vous remercie d'avoir venu tout ce temps pour parler de nos associations respectives et puis la maladie de nos enfants. Oui. Pas méconnu tous, donc merci à vous de nous avoir fait partager ces moments-là. Bah écoutez, merci à vous de nous parler de tout ça. Ça intéresse, je pense, beaucoup de monde. Et puis, je remercie aussi Radio Sud Besançon de nous laisser la possibilité de faire cette émission.
parce que il n'y a pas beaucoup d'émissions au sujet du handicap, et puis je trouve qu'on en a besoin, de reconnaissance, hein. Et puis voilà, donc écoutez, je vous souhaite tout du bon, et puis j'espère que plus tard, j'espère que vous aurez des réponses positives, et puis qu'on refera une émission plus tard pour que vous nous racontiez un petit peu tout ça, et puis aider le reste des moments des autres de la France à avancer. Voilà. Exactement. Aussi. Le but est là, l'objectif est là. C'est un projet d'utilité publique et commune. Exactement. Voilà. Ok, merci Charlène Amandine, et puis bonne continuation à vous. Merci et à vos enfants. Vous. Et puis à une prochaine alors. Hein, on espère. Voilà. Au revoir. Moi je dis au revoir aussi à Radio Sud Besançon. Je vais redonner l'antenne à mon collègue, et puis je vous retrouverai pour une autre émission. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Here in this foreign streets, I walk the road.